Fabien Lotte combine plusieurs expertises et plusieurs savoir-faire dans son activité scientifique et explore à la fois le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, le traitement des signaux, EEG, l'interaction homme-machine, et au sein de l'équipe Potioc, une activité aussi est largement conduite sur la dimension réalité virtuelle, réalité augmentée et interaction tangible. Et aujourd'hui, Fabien va nous parler de co-apprentissage entre humain et machine en neurofeedback et interface cerveau-machine, justement. Merci pour la présentation. Vous m'entendez bien? Super. Alors, quand mes slides voudront bien venir. Donc en fait, comme disait Anatole, moi je viens de la communauté de recherche des interfaces cerveau-ordinateur. Donc je ne fais pas du neurofeedback clinique. Mais en fait, c'est deux communautés qui sont très proches. Il y a beaucoup de liens entre les interfaces cerveau-ordinateur et le neurofeedback. On utilise même du neurofeedback en fait, pour apprendre à un utilisateur à contrôler une interface cerveau-ordinateur. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de l'apprentissage, à la fois du côté machine et du côté humain dans les interfaces cerveau-ordinateur. Et le lien avec le neurofeedback. Voilà. Donc juste pour commencer, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-ordinateur? Donc en fait, c'est un système de communication qui va permettre à un utilisateur d'envoyer des commandes à un système en utilisant uniquement son activité cérébrale. Donc vous avez ici un exemple. Ils sont un peu coupés mes slides, bon, c'est pas très grave. Vous avez un utilisateur en fait, dont on mesure l'activité cérébrale par EEG, qui peut déplacer la balle rouge sur l'écran vers la gauche ou vers la droite en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Donc ça, c'est un exemple très simple de BCI. Il y a plein d'applications potentielles avec ce genre de technologie. Donc comme je disais, il y a beaucoup de liens entre les BCI, les interfaces cerveau-ordinateur, et le neurofeedback. Et d'ailleurs, les tout premières BCI étaient en fait basées entièrement sur le neurofeedback. Et pourquoi c'est le cas? Parce que, comme pour le neurofeedback, en fait, apprendre à contrôler une interface cerveau-ordinateur, c'est une compétence qui s'apprend. On a parlé ce matin de la métaphore du vélo. C'est comme apprendre à faire du vélo. Plus on pratique, mieux on arrive à produire des signaux cérébraux, des signaux EEG qui vont être reconnus par la machine et qui vont donc permettre de contrôler une application. Donc par exemple, un des types d'interfaces cerveau-ordinateur les plus utilisés, c'est les BCI basés sur l'imagerie motrice, c'est-à-dire sur l'imagination des mouvements des membres. Donc vous avez ici un exemple où un utilisateur peut se déplacer dans un environnement virtuel, on parlait de réalité virtuelle à l'instant, il peut se déplacer vers la gauche, vers la droite ou avancer en imaginant respectivement des mouvements de la main gauche, de la main droite ou des pieds. Donc on peut utiliser ça pour des jeux vidéo, ça peut être aussi pour piloter un fauteuil roulant, par exemple pour des personnes paralysées, et bien d'autres choses. On peut aussi utiliser ce genre de BCI, basé sur l'imagerie motrice, pour des applications peut-être plus proches du neurofeedback classique, pour de la réhabilitation motrice. Par exemple pour des personnes qui ont eu un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc leur donner comme feedback la sortie d'un BCI qui va reconnaître si la personne imagine ou fait l'intention de mouvement l'imagination d'un mouvement d'une main qui a été affectée par la lésion due à l'AVC par exemple. Un autre exemple, avec une BCI, on peut mesurer par exemple des niveaux d'attention dans le signal EEG, donc ça peut servir pour faire des jeux vidéo, par exemple pour contrôler le déplacement d'un personnage selon une dimension en fonction du niveau d'attention de l'utilisateur. Et du coup, ça peut aussi servir, comme pour le neurofeedback, dans le domaine des troubles de l'attention. Donc ici un autre exemple d'une application de BCI basée sur la reconnaissance des niveaux d'attention qui a été développée à Singapour. En fait, il y a un petit jeu, c'est une course de voiture, et en fait, la vitesse de la voiture est directement proportionnelle au niveau d'attention mesuré dans le signal EEG de l'utilisateur. Et donc en fait, grâce à ce jeu, des personnes qui ont des troubles de l'attention vont pouvoir contrôler le jeu, et pour gagner, ils vont devoir aller le plus vite possible, et donc porter le plus d'attention possible sur le jeu. Et donc ce groupe-là a montré qu'avec des études cliniques, ça permettait de réduire les symptômes des troubles de l'attention, basés sur ce type de BCI. Donc comment ça marche tout ça? Comment ça marche tout ça? Donc une BCI, comme son nom l'indique, une interface cerveau-ordinateur, ça a besoin d'un cerveau de l'utilisateur et un ordinateur. Et donc en fait, pour faire fonctionner tout ça, on a une chaîne de traitement qui n'est pas très différente de ce qu'on utilise en neurofeedback. Donc naturellement, on va commencer par mesurer l'activité cérébrale de l'utilisateur. Donc typiquement, on utilise de l'EEG. Ensuite, on va faire du pré-traitement. Donc, par exemple, filtrer les signaux pour enlever du bruit, toutes sortes de bruit et mettre en valeur l'information intéressante.
On va ensuite extraire des caractéristiques, c'est-à-dire décrire le signal EG par un certain nombre de valeurs, par exemple la puissance du signal dans différentes bandes de fréquences, mais ça peut être d'autres choses. On va ensuite classifier tout ça, donc utiliser un algorithme de classification qui va prendre en entrée ces valeurs décrivant le signal EG pour associer à chaque ensemble de valeurs quelle est la classe du signal. Donc par exemple, est-ce que c'est un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite. Une fois qu'on a reconnu ça, on a reconnu la classe du signal, on va pouvoir traduire ça en une commande pour l'application. Par exemple, tourner à gauche ou à droite avec un fauteuil roulant, si on a reconnu un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite. Et enfin, comme en neurofeedback, on ferme la boucle avec un feedback qu'on donne à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir quelle commande a été reconnue par l'application, par la BCI, et donc il puisse apprendre à moduler son activité cérébrale de façon à ce que ça se passe de mieux en mieux et que le signal qu'il va produire soit le mieux reconnu possible par le BCI. Donc là, on a bien deux étapes d'apprentissage différentes. On a d'un côté l'apprentissage de la machine, parce que généralement, toutes ces étapes de traitement vont être calibrées pour chaque utilisateur. Donc on va apprendre à partir d'exemples de signaux EG comment reconnaître l'état mental de l'utilisateur, donc par exemple un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite, pour que ça marche le mieux possible. Et ensuite une étape d'apprentissage humain, puisque l'utilisateur de son côté, en fonction du feedback qu'il va recevoir, va essayer de produire des signaux EEG qui vont être le mieux reconnus possible par les algorithmes de classification en dessous. Donc je vais vous parler un petit peu de ces deux étapes et de vous montrer un petit peu comment on fait ça en BCI. Donc tout d'abord, l'apprentissage machine, le machine learning. Donc typiquement, la chaîne de traitement classique qu'on va utiliser en BCI, donc on a nos signaux EEG bruts, donc par exemple des signaux qui correspondent à des mouvements imaginés de la main gauche ou de la main droite. On va ensuite les filtrer. Donc par exemple, si on s'intéresse à des mouvements imaginés, on va typiquement les filtrer le signal dans les rythmes moteurs, sensorimoteurs, donc par exemple entre 8 et 30 Hz, donc les rythmes mu et bêta. Mais on ne va pas les filtrer seulement fréquentiellement, on va aussi les filtrer spatialement. Comme disait Marco Congedo ce matin, c'est très important d'utiliser le maximum de capteurs possible, parce qu'en fait l'information qu'on mesure en surface du cuir chevelu, ça va être un mélange de ce qui se passe vraiment dans le cerveau, puisque le signal va s'étaler lorsqu'il passe le cuir chevelu, le crâne, etc. Donc c'est important de regarder quelles sont les sources d'informations les plus pertinentes pour discriminer ces signaux cérébraux. On va ensuite calculer des caractéristiques, donc par exemple la puissance du signal dans les sources cérébrales identifiées. Et enfin, on donne ça à un classifieur qui va nous identifier, qui va apprendre à reconnaître que telle caractéristique correspond à telle classe ou telle classe. Donc pour la classification, on en a parlé un petit peu ce matin, on a parlé de SVM. Donc on utilise beaucoup en BCI quasiment tout le temps des classifieurs, donc des algorithmes qui vont apprendre à distinguer différentes catégories de signaux EEG. Donc un exemple typique, c'est l'analyse linéaire discriminante, qui n'est pas très différente du SVM. Les SVM, généralement, ça marche mieux, mais en BCI, des trucs très simples comme le LDA, ça marche déjà très bien. Donc c'est un algorithme qui, à partir d'exemples, va apprendre à distinguer différentes catégories. Donc par exemple, mettons qu'on veut apprendre à reconnaître si l'utilisateur fait un mouvement imaginé de la main gauche ou de la main droite. Donc on va lui demander de le faire plein de fois pour avoir des exemples. Et pour chaque fois qu'il le fait, on va calculer des caractéristiques pour décrire le signal EEG lorsqu'il le fait. On va mesurer la puissance du signal EEG dans les électrodes C3 et C4 dans la bande mu, donc le rythme sensorimoteur. Donc ça nous donne deux valeurs, la puissance dans ces deux électrodes, qu'on peut donc afficher en 2D. Il fait une deuxième fois, on a une autre valeur dans la même région mais qui est un peu différente, on lui demande de faire plein de fois, donc on a un nuage de points, c'est toutes les fois où l'utilisateur a fait des mouvements imaginés de la main droite. On lui demande de faire la même chose avec des mouvements imaginés de la main gauche, donc on a un autre nuage de points. Et donc le principe très simple de l'analyse linéaire discriminante, c'est de séparer ces deux nuages de points avec une droite, ou un hyperplan si on est en plus de dimensions, qu'on va apprendre, et du coup de se dire tout simplement que d'un côté de cette droite, ça va être des mouvements imaginés de la main gauche, et de l'autre côté des mouvements imaginés de la main droite. Donc maintenant, quand l'utilisateur va effectuer un nouveau mouvement, celui qu'il veut, on ne sait pas ce que c'est, on va calculer la puissance du signal dans ces deux bandes de fréquences, ça nous donne un point, et en fonction de quel côté il se situe de l'hyperplan, on va pouvoir savoir que dans ce cas-là, comme cet exemple ici, ça va être un mouvement imaginé de la main gauche. Donc c'est très simple, et c'est comme ça qu'on peut créer des BCI. Mais du coup, ce qui est très important là-dedans, c'est d'avoir à la base deux hyperplans, deux nuages de points qui soient très séparés. Si les deux nuages de points sont complètement mélangés, même si on met une droite au milieu, ça ne changera rien, ça va être complètement aléatoire. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des caractéristiques qui décrivent le signal qui soient elles-mêmes de bonne qualité pour bien distinguer au mieux les deux conditions. Donc pour ça, quelque chose de très important, comme je disais, c'est le filtrage spatial. C'est-à-dire que c'est très important qu'on a plein de capteurs, et généralement en BCI on utilise beaucoup, pas juste un ou deux, mais typiquement 15, 30, 60, etc. Et donc c'est important d'utiliser toute l'information disponible, et donc de combiner l'information de plein de capteurs de façon
à avoir des caractéristiques qui soient le plus discriminantes possible. Donc typiquement, on va mettre un poids sur chacun des capteurs et définir de nouveaux signaux qui sont une combinaison linéaire des capteurs existants. Donc ça, c'est très important parce que, comme je disais, et comme Marco le disait ce matin, le signal qu'on mesure en surface du cuir chevelu, c'est un mélange de tout ce qui se passe vraiment à la source dans le cerveau. Donc ce qu'on mesure, c'est vraiment une bouillie qui est vraiment étalée sur plein de capteurs. Et donc du coup, en combinant l'information de plein de capteurs, on va pouvoir essayer de récupérer cette information et de revenir à la source du signal, en tout cas d'essayer d'estimer la source du signal. Donc en BCI, on a un algorithme qu'on aime bien pour ça, qui est devenu un peu un standard pour effectuer cette tâche, qui s'appelle le Common Spatial Pattern, CSP. C'est en fait un algorithme qui va trouver des filtres spatiaux, donc des poids à donner à chaque capteur EEG, de façon à ce que le signal résultant soit maximalement différent entre deux conditions. Donc en fait, plus précisément, ça va nous trouver des filtres spatiaux, tels que la variance du signal filtré par ce filtre spatial soit maximale pour une classe, donc par exemple un mouvement imaginé de la main gauche, et minimale pour l'autre classe, par exemple un mouvement imaginé de la main droite. Donc pourquoi on fait ça ? Les ingénieurs parmi vous savent qu'en fait la variance d'un signal qui a été filtré passe-bande, c'est en fait la puissance du signal dans cette bande. Donc du coup, si on maximise la puissance du signal dans une classe et on la minimise dans l'autre classe, on a bien une caractéristique, donc la puissance de bande du signal, qui est maximalement différente entre deux conditions. Donc là, je vais vous mettre une petite équation, donc désolé pour tous ceux à qui ça ne parle pas. Moi, j'aime bien, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en mette une petite. Donc ça, c'est l'équation du CSP. Je vais vous l'expliquer. Comme je vous disais, le CSP, ça apprend des filtres spatiaux qui maximisent la variance pour une classe et la minimisent pour l'autre classe. Donc c'est exactement ce que ça fait. On veut des filtres spatiaux W. Donc là, X1, en fait, c'est le signal EEG pour une classe. Par exemple, vous imaginez la main gauche. Donc c'est une matrice avec le signal EEG au cours du temps pour chacun des capteurs. Et X2, c'est le signal EEG pour l'autre classe. Donc en fait, WX1, c'est le signal EEG filtré par le filtre spatial. Voilà, donc là, par exemple, c'est le signal filtré pour la classe 2. Vous m'imaginez la main droite, disons. Et donc, WX2, X2 transpose, W transpose, c'est la variance du signal filtré. Donc si on extrémise cette fonction, c'est-à-dire si on la minimise ou qu'on la maximise, on va maximiser la variance d'une classe et minimiser la variance de l'autre classe, et donc bien avoir une puissance de signal maximalement différente entre les deux conditions. Donc une fois qu'on a appris le filtre spatial comme ça, on va simplement décrire notre signal EEG comme la puissance du signal, comme la variance du signal, après filtrage spatial, puisqu'on sait que cette mesure est maximalement différente entre les deux conditions. Donc pour vous illustrer tout ça un petit peu, vous avez ici le signal EEG après filtrage spatial avec 4 filtres CSP différents. Donc chaque ligne, c'est le signal EEG comme une combinaison linéaire de plein de capteurs. On a pris les poids de cette combinaison avec l'algorithme CSP. Donc vous voyez ici, en vert, c'est les moments où l'utilisateur fait un mouvement imaginé de la main droite, et en rouge, lorsqu'il fait un mouvement imaginé de la main gauche. Donc les deux premiers filtres, en fait, ils maximisent la variance du signal pendant la classe gauche. Vous voyez ici qu'on a un signal avec une large variance, il la minimise pendant la classe droite. Et les deux derniers, c'est le contraire, ils maximisent la variance du signal pendant la classe droite et la minimisent pendant la classe gauche. Donc vous voyez, à l'œil nu, on voit la différence, on voit que la variance est très différente entre les deux conditions. Donc forcément, notre classifieur derrière, il va pouvoir les distinguer. Donc bien sûr, ça c'est un exemple idéal. C'est pas aussi propre chez tous les sujets, mais il y a des sujets chez qui c'est comme ça, et donc du coup, on va arriver à bien distinguer les deux conditions. Maintenant, si on veut faire encore mieux, si on va aller encore plus loin, pour l'instant, je voulais juste parler de filtrage spatial, et je vous dis, pour le filtrage fréquentiel, on peut par exemple prendre une bande large, entre 8 et 30 Hz, donc on prend tout mu et bêta, et ça se passera bien. Mais on sait en fait que pour différentes personnes, ce n'est pas les mêmes bandes de fréquences exactement qui vont être les plus discriminantes. Donc on peut aussi vouloir apprendre automatiquement, à partir d'exemples, quelles sont les bandes de fréquences pour lesquelles on peut distinguer au mieux deux conditions, par exemple main gauche, main droite, ou un niveau d'attention élevé ou un niveau d'attention bas. Donc pour faire ça, il y a un algorithme qui s'appelle le filter bank CSP, qui a été beaucoup utilisé en BCI pour plein de tâches, donc discrimination de mouvement des mains, de niveau d'attention, de charge mentale, etc. Il a gagné pas mal de compétitions en BCI, de compétitions pour comparer différents algorithmes. Donc comment ça marche? C'est très simple en fait. On prend nos signaux EEG, et en fait, au lieu de le filtrer dans une seule bande, on le filtre dans plein de petites bandes. Donc on prend un bande filtre. Donc on a plein de versions filtrées du signal dans différentes bandes, et pour chaque bande, on va apprendre ces filtres CSP. Donc on se retrouve avec plein de filtres CSP, plein de filtres pour chaque bande. Donc on en a trop, ça va être un peu compliqué, mais par contre, il y a des algorithmes ensuite qui permettent de faire de la sélection de caractéristiques, donc trouver quelles sont les descriptions du signal qui sont les plus discriminantes entre conditions. Et du coup, on peut pouvoir trouver quelles sont les paires filtres fréquentiels, filtres spatial, qui permettent de distinguer au mieux deux conditions. Et donc de trouver pour chaque personne quelles sont
les fréquences et les régions cérébrales qui permettent de distinguer au mieux le mouvement imagé de la main droite ou de la main gauche, par exemple. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec le traitement de signal. Donc une fois qu'on a trouvé les caractéristiques, évidemment, on les donne à un classifieur. Comme je vous disais tout à l'heure, en BCI comme en neurofeedback, on a d'un côté la machine et d'un côté l'utilisateur, mais c'est important de s'intéresser aux deux aspects. Donc historiquement, en BCI, on a beaucoup creusé l'aspect traitement de signal, moi y compris, mais l'aspect apprentissage humain a été un peu plus négligé. Et pourtant, c'est vraiment très important également, parce que si l'utilisateur n'est pas capable de générer des signaux EEG qui sont distincts, donc quels sont les types de feedback, quelles sont les tâches d'apprentissage, quels sont les environnements qui sont propices à l'apprentissage. Donc on s'est amusé à comparer ça avec ce qu'on fait en BCI pour voir si on peut améliorer les choses au niveau apprentissage. Donc par exemple, si on regarde les tâches d'apprentissage qu'on fournit à notre utilisateur, typiquement en BCI, et d'ailleurs très souvent en neurofeedback aussi, on a des tâches synchrones, c'est-à-dire qu'on dit à l'utilisateur, voilà, maintenant tu fais la tâche, et tu fais la tâche qu'on t'a demandé, et à d'autres moments tu feras autre chose. C'est la machine qui décide, c'est synchrone. Ensuite, l'apprentissage, il est fixe, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes tâches qu'on fait faire à l'utilisateur. Ce qui est recommandé dans la littérature, par contraste, c'est d'avoir des tâches qui soient variées, qui soient adaptatives. Donc, on parlait de flow tout à l'heure, c'est exactement ce principe-là. Qui soient aussi adaptées à l'utilisateur. Différents utilisateurs vont avoir différents profils et donc différentes façons d'apprendre. Et c'est aussi nécessaire de temps en temps avoir des tâches qui soient qui laissent de l'autonomie à l'utilisateur pour qu'il puisse apprendre par lui-même et tester ce qu'il a appris. Donc là, si on compare ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire, c'est pas top. Maintenant, si on regarde le feedback, en BCI, comme en neurofeedback très souvent, on a un feedback qui est correctif, c'est-à-dire il dit à l'utilisateur « oui, c'est bien, tu as réussi la tâche » ou « non, c'est pas bien ». On a éventuellement un degré, est-ce que c'est plus ou moins bien ou plus ou moins pas bien. Et le feedback est généralement unimodal, c'est typiquement un feedback visuel. Maintenant, pareil, si on compare ça à la littérature, c'est recommandé de fournir un feedback qui soit explicatif, c'est-à-dire qu'ils disent pas seulement c'est bien, c'est pas bien, mais qui donne des indices sur qu'est-ce qui pourrait être bien ou pas bien pour que l'utilisateur puisse savoir un petit peu quoi changer ou quoi améliorer. Et ça peut être intéressant aussi d'utiliser de la multimodalité, on y reviendra tout à l'heure, pour essayer de donner peut-être plus d'informations à l'utilisateur et de réduire sa charge mentale en ne surchargeant pas une modalité, par exemple. Par exemple, de tout mettre sur la modalité visuelle. On y reviendra. Donc là encore, c'est pas top. Et enfin, pour l'environnement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que une petite barre bleue qui bouge à l'écran sur une croix verte, c'est quand même un petit peu chiant. Et donc naturellement, comme le disait François, il faut quelque chose qui soit peut-être plus motivant, plus engageant, pour que l'utilisateur ait envie d'apprendre. Donc là encore, on ne s'y prend pas très bien, et donc ça serait intéressant d'appliquer tous ces principes. Donc merci encore François, parce que tu as donné plein de pistes très intéressantes pour creuser ça, pour justement améliorer l'apprentissage. Donc je vous donne 2-3 exemples rapides des directions qu'on est en train d'explorer justement aussi dans ce domaine-là. Donc par exemple, je vous disais, c'est important d'avoir un apprentissage qui soit adapté à l'utilisateur. Donc pour pouvoir faire ça, il faut savoir comment le profil de l'utilisateur, par exemple sa personnalité ou son profil cognitif, impacte sa capacité à apprendre et à utiliser une BCI. Donc ça, c'est un travail qui a été effectué avec Camille Genet, qui fait son doctorat avec moi. On s'est intéressé à regarder, lors de tâches de BCI et d'apprentissage de BCI, comment justement la personnalité de l'utilisateur était corrélée avec les performances. Donc en fait, on a entraîné les utilisateurs à apprendre une BCI à 3 classes. Donc on leur a demandé d'effectuer des tâches d'imagination de mouvement de la main gauche, des tâches de calcul mental, ou alors des tâches de rotation de figures géométriques. Ils devaient imaginer mentalement un objet en train de tourner. Donc on les a entraînés sur plusieurs sessions, et on leur a fait remplir plein de questionnaires psychologiques pour connaître plus sur la personnalité de leur profil. On a regardé du coup quelles étaient les corrélations entre ce profil et leur performance aux tâches de contrôle de BCI. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs traits de personnalité et de compétences cognitives qui étaient liés aux performances de BCI, en moyenne. Et notamment, la principale, c'est les habiletés spatiales de l'utilisateur, donc les capacités qu'ont les utilisateurs à manipuler des images mentales, à se repérer dans l'espace, ce genre de choses. Donc ce qui peut être mesuré avec des tests de rotation mentale. Donc ça, c'est très corrélé aux performances. On l'a vu sur cette expérience, on a aussi reproduit ça sur une tâche purement motrice, donc c'est-à-dire sur une tâche où il y a seulement de l'imagination de mouvement de la main gauche ou de la main droite, donc pas de tâche de rotation mentale, et c'est aussi corrélé significativement avec les performances en BCI. D'autres traits intéressants, l'attention, donc à quel point l'utilisateur est anxieux est négativement corrélé avec les performances en BCI, donc plus on est anxieux, moins ça marche. Le niveau d'autonomie de l'utilisateur, plus l'utilisateur est autonome, plus il va arriver à contrôler la BCI. Et enfin, les capacités d'imagination de l'utilisateur, plus l'utilisateur a des capacités d'imagination et des capacités à manipuler des concepts abstraits, plus il va arriver à contrôler la BCI. Donc en fait, avec ça, on a pu prédire les performances
de contrôle de la BCI à partir des personnalités de l'utilisateur. Donc on a des erreurs qui sont assez basses. En soi, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est vraiment important, c'est de voir que du coup, avec les protocoles standards, ça ne marchera pas bien pour les gens qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas imaginatifs, qui ont des faibles capacités spatiales ou qui sont anxieux. Et donc du coup, ça donne pas mal de pistes pour proposer de nouveaux protocoles d'apprentissage qui prennent en compte ces capacités. Donc par exemple, pour les gens qui sont peu autonomes, d'avoir du support social pour les aider à apprendre le BCI. Et possiblement, ça peut aussi être valide pour du neurofeedback. Je vous parlais de la multimodalité tout à l'heure. Comme je vous disais, ça peut être intéressant d'explorer ça parce que typiquement, tout ce qu'on fait en BCI et souvent en neurofeedback en général, ça exploite principalement la modalité visuelle. Et donc François parlait de charge mentale, et donc si en fait sur la présentation visuelle, on a trop d'informations, donc on a à la fois par exemple l'application qu'on contrôle avec la BCI, mais aussi le feedback de la BCI qui est présenté de manière visuelle, on va surcharger l'utilisateur. Donc ça peut être intéressant de répartir la charge sur différentes modalités, parce qu'on sait en fait qu'on a différentes ressources cognitives pour différentes modalités. Donc on s'est intéressé à explorer du feedback vibrotactile, c'est-à-dire que plutôt que de donner un feedback visuel avec cette barre qui bouge à l'écran, on va fournir la même information de manière tactile avec des gants. Donc là, vous voyez, c'est des gants avec des moteurs en fait, qui vont vibrer sur les deux mains pour indiquer si la barre elle va à gauche ou à droite. On va sentir en fait les moteurs vibrer plus ou moins vers la gauche ou vers la droite. Donc la même information que la barre, mais sur les mains. Donc on a testé ça sur une tâche de contrôle de BCI, un petit jeu vidéo très simple où l'utilisateur devait déplacer un vaisseau spatial vers la gauche ou vers la droite en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite pour intercepter un objet. Et il recevait soit ce feedback tactile, soit un feedback visuel classique. Et en plus, on a rajouté une petite tâche, on a rajouté des distracteurs. Donc vous allez peut-être voir, des fois il y a des fusées qui décollent, ou on va le voir probablement bientôt, ou des objets qui passent, voilà. Il y a une fusée qui vient de décoller, c'est des distracteurs. On demandait à l'utilisateur de compter un type de distracteur spécifique pour le surcharger encore plus et voir du coup si ça changeait quelque chose à sa charge mentale. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans ce type de contexte où il y avait une charge mentale élevée, c'est mieux d'avoir un feedback tactile. L'utilisateur était meilleur aux tâches de distraction de comptage des distracteurs et a aussi de meilleures performances au contrôle de la BCI. Et enfin, j'en finis par un dernier exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré pour le neurofeedback ou le BCI, mais l'idée, c'était, donc je vous disais, ce serait intéressant aussi d'avoir un feedback qui soit explicatif, donc qui donne peut-être un peu plus d'informations à l'utilisateur pour qu'il apprenne, sans lui en donner trop pour ne pas le surcharger. Donc récemment, Jérémy Frey et Renaud Gervais, qui travaillent chez nous et qui ont soutenu leur thèse juste le mois dernier, ont proposé ce système qui s'appelle TG. Alors, je vais vous mettre le son, qui est peut-être un système plus motivant pour montrer ce qui se passe dans l'activité cérébrale. Tangible EEG interface targeted at novice users interested in how the brain works. EEG visualizations are typically hard to understand for novice users. With TG, your brain activity is displayed on a puppet in real time. For example, you can see which brain zones are active when moving your right hand. The whole interaction takes place through a tangible interface to enhance attractiveness and to optimize the learning and understanding of cerebral activities. Donc pour l'instant, on a utilisé ça pour des actions de médiation scientifique, en fait, pour expliquer aux gens comment ça marche le G, pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est que les BCI. Mais du coup, c'est très motivant pour les utilisateurs, en fait, et donc on se dit peut-être ça serait intéressant d'explorer ce genre de technologie pour avoir un feedback peut-être plus riche et plus motivant. Donc c'est la fin de la présentation. Donc juste pour conclure, c'est juste pour dire que pour avoir une BCI qui soit efficace, et donc probablement aussi pour du neurofeedback, c'est important d'avoir à la fois un traitement de signal qui soit efficace pour bien reconnaître et avoir un feedback précis, mais aussi d'avoir un utilisateur qui soit efficace et donc qui ait appris à contrôler le système. Merci de votre attention. Donc on a un petit peu de temps pour des questions, pour Fabien. Un petit peu de temps. Bonjour, je suis ici. Bonjour. Bonjour. Là, les données que vous avez présentées, enfin le paradigme, c'est réalisé chez des sujets sains. Est-ce que vous avez réalisé la même approche, l'entraînement neurofeedback chez des patients avec des lésions cérébrales? Alors c'est quelque chose qu'on est en train de regarder justement en ce moment. Donc on est en train de travailler justement avec les services de réadaptation à Bordeaux pour justement appliquer ce genre de technologie pour des patients qui ont eu un AVC. On commence tout juste, donc j'ai absolument pas de résultats à vous montrer là-dessus, mais c'est l'idée.
Donc là, pour l'instant, effectivement, tout ce que je vous ai montré, c'était sur des patients sains. Et chez les sujets sains, est-ce que les personnes rapportent un effet dans leur vie de tous les jours, je sais pas, dans les mouvements C'est pas quelque chose qu'on a mesuré. Je suis pas sûr non plus qu'on ait fait des entraînements assez longs pour que ça ait un impact à ce point-là, mais c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. C'est pas quelque chose qu'on a mesuré. C'est pas quelque chose qui est reporté dans la littérature non plus, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit étudié non plus. Donc Bonjour, quand Bonjour. vous utilisez un BCI à plus de 3 classes, Oui. quel type de classifier utilisez-vous? Le Alors, LDA ne fonctionne pas. non, effectivement. Et en fait, on utilise les mêmes algorithmes que je vous montré au début. C'est juste qu'on en prend plusieurs. Et en fait, c'est pas très malin. Ce qu'on fait, c'est très bête. En fait, on en prend juste plusieurs et on fait du 1 contre tous. Donc, c'est-à-dire que si on a 3 classes, par exemple, ben, on va avoir un LDA et un CSP qui discriminent entre mouvement imagé de la main gauche et toutes les autres classes. On va avoir un autre LDA et un autre CSP qui va distinguer entre calcul mental et les autres classes, et un dernier qui va distinguer entre tâches de rotation mentale et toutes les autres classes. Et en combinant les sorties de ces 3 classifieurs, on va pouvoir savoir quelle est la classe la plus probable qui a été détectée en fait. Et merci. J'ai une autre question. Si vous avez des individus qui sont incapables de former des images mentales, comment faites-vous ? Bah, c'est toute la problématique qu'on a beaucoup en BCI. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. C'est une grosse question, c'est pourquoi déjà il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc la question, c'est déjà si... Déjà, on ne sait pas si c'est les gens qui n'y arrivent pas ou si c'est nous qui n'arrivons pas à le voir. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je m'entraîne tous les soirs. C'est une plaisanterie. Je m'entraîne, je suis incapable de former une image mentale. C'est-à-dire que vous savez que vous n'arrivez pas à en former une. Oui. Et je m'entraîne beaucoup parce que je voudrais tester et j'y arrive pas. Donc, mais comment vous savez que vous n'y arrivez pas en fait? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je me donne des... Je me dis, je vais former l'image de ma maison, l'image de ma voiture, l'image des enfants. Des choses qui me sont émotionnellement fortes. Ça fonctionne pas. J'y arrive pas. Alors vous avez toute la pause pour en discuter avec Fabien aussi. Oui, merci. Juste peut-être une dernière question. Je crois qu'il y avait des mains qui se levaient par là-bas, non? Non. Mais peut-être pour rebondir sur ça quand même, en fait, j'y connais pas... Moi, je suis ingénieur, donc je connais pas grand-chose dans tout ça, mais ce qu'on sait, c'est que, et ce qu'on est en train d'explorer aussi en BCI, c'est que typiquement, il y a probablement des gens qui n'y arrivent pas parce que justement, on leur apprend pas bien à faire les choses. Et par exemple, je vous parlais d'habileté spatiale, c'est justement quelque chose qui mesure les habiletés à faire des images spatiales, à se faire des images mentales. Et donc, en fait, on est en train en ce moment de lancer des manips pour entraîner les gens à améliorer leurs habiletés spatiales et donc leur capacité d'imagerie. Donc, il y a des protocoles qui existent pour faire ça. Typiquement, ça consiste à avoir différentes images un peu complexes à l'écran. Il y en a une cible et d'autres qui sont des versions avec une rotation de la même image et d'autres qui ne sont pas la même figure mais qui sont assez proches. Et l'utilisateur doit deviner lesquelles sont une rotation de la première et lesquelles sont différentes. Donc pour vraiment voir si l'utilisateur est capable d'apprendre à effectuer mentalement des rotations dans sa tête. Et ça apparemment c'est des protocoles qui améliorent les capacités d'habileté spatiale. Donc peut-être, on n'en sait rien, que ça améliorera aussi les compétences en BCI. Pardon ? Peut-être qu'il... Moi, je travaille avec des gens en sciences cognitives qui font ça. Je ne pourrais pas vous dire le nom de la personne qui a inventé le protocole, mais peut-être. Alors, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, moi je vais en poser une, mais peut-être à vous deux. Il y a la notion de BCI literacy qui a été formulée. Moi, j'avais une notion de fréquence qui avait été évoquée de 30%, jusqu'à 30% de la population qui pourrait être... pas atteinte parce que c'est pas une catégorie diagnostique. Est-ce que ce sont des notions qui sont toujours actuelles ou est-ce que ce n'est pas tout à fait ça? Alors si. Alors, en fait, la réponse est ça dépend. C'est estimé qu'il y a entre 10 et 30 personnes qui n'arrivent pas à contrôler. 10 et 30% des personnes qui n'arrivent pas à contrôler une BCI. Mais déjà, ça dépend du type de BCI. Donc en fait, justement pour les BCI basées sur l'imagerie mentale, c'est là où c'est le plus élevé. Pour les BCI qui utilisent des potentiels évoqués, c'est vachement plus bas, donc on est plus de l'ordre du 10% justement. Et ensuite, dans tous les tests qui ont été faits, dans toutes les études qui rapportent ces pourcentages, c'est des études sur des sujets naïfs. Donc c'est juste la première fois qu'ils utilisent une BCI, il y en a 30% qui n'arrivent pas à les utiliser. Ça ne veut pas dire que si on les entraîne derrière, ils ne vont pas y arriver.
Et ça, on n'en sait rien. Et du coup, c'est pour ça qu'une des grandes questions, c'est peut-être que les gens qui n'y arrivent pas, c'est juste qu'on n'arrive pas à leur apprendre, en fait, et qu'on s'y prend mal, et que du coup, si on arrivait à leur apprendre correctement à contrôler le système, il y en aurait beaucoup moins. Moi, c'est ce que je crois et c'est ce qu'on essaye de développer. Bon, c'est sûrement pas la seule raison, il y a plein d'autres raisons. On a un signal à la base EEG qui est quand même pourri, il faut le dire, et donc du coup, forcément, ça aide pas. Ça se peut très bien que pour plein de personnes, le signal est là, mais on n'arrive pas à le voir en EEG, mais on le voit en IRM fonctionnel. Il y a des études qui montrent ça, que ça peut arriver que pour des patients illittérates en BCI EEG, on voit des choses en IRM. Il y en a, on voit rien, ni en IRM, ni en EEG, donc il y a aussi d'autres questions, mais je pense que la faute est partagée. Donc il y a le protocole d'apprentissage, le signal qu'on mesure, les algorithmes derrière qu'on utilise, donc il y a plein de causes diverses et variées. Et en tout cas, ça a été étudié que pour des algorithmes spécifiques, pour des sujets naïfs sur une seule session. Donc j'ai envie de dire, il y a encore de l'espoir. Donc merci encore Fabien et puis François pour ces 2 exposés.